Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Voilà, il était temps que je vous en parle. En fait, tout simplement de mon après-opération, tout ce qui s'est passé parce que vous êtes vraiment nombreuses et nombreux d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui m'envoient des messages par rapport à ça. Vous êtes beaucoup de personnes à me demander comment ça se passe, comment s'est passée la reprise du travail, aujourd'hui la réalimentation, comment ça se déroule, voilà. Et donc du coup je me suis dit, plutôt que de vous répondre un par un, parce que sur Insta j'ai plein de messages que je n'arrive même pas à voir, parce que dans le fil d'actu ça bouge tout le temps, donc il y a des choses que j'ai du mal à voir. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à cœur ouvert là-dessus. Et pour être honnête avec vous, j'avais besoin également de faire cette vidéo. Comme pour faire un deuil ou je sais pas, enfin... J'ai besoin de faire cette vidéo, j'avais besoin de vous parler et je sais que quand j'ai besoin de parler, vous êtes toujours là pour m'écouter. Donc je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups et on va papoter ensemble. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et j'espère également que je vais pas pleurer. Hein. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pleuré. J'ai assez pleuré ces derniers mois quand j'étais à l'hôpital. Quand je suis rentrée après chez ma mère en convalescence, j'ai assez pleuré, je statuais sur ma vie, je me demandais si j'allais vivre, si j'allais mourir, si mon heure était arrivée ou si j'allais continuer à souffrir jusqu'au bout de ma vie. Voilà, je me suis posé pas mal de questions et c'était des périodes qui étaient très très glauques et du coup, depuis cette période-là, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et je n'ai décidé de ne plus pleurer. Enfin, j'ai décidé de ne plus pleurer, surtout si je le dis en français, ce sera mieux. Voilà. Donc en fait, j'ai regardé la dernière fois la vidéo que j'avais faite sur l'explication de la sonde, etc. C'était une vidéo où j'avais encore la sonde d'ailleurs. Et ça se voyait, enfin moi je me connais, donc ça se voyait que j'étais complètement droguée sur cette vidéo, j'étais complètement prise par les médicaments, donc il y a énormément de choses que j'ai omis de vous dire. Après le plus gros vous l'avez, mais en fait je pense que j'ai voulu parler très vite pour faire une vidéo assez courte et que du coup j'ai oublié pas mal de choses. Et maintenant, avec du recul, je repense à certaines choses et voilà, je sais pas comment vous expliquer mon ressenti. J'étais droguée en fait, hein, donc du coup j'étais sur un petit nuage entre guillemets parce qu'en plus je venais d'avoir ma date pour enlever la sonde, etc. Donc du coup, juste avant Noël, juste avant les fêtes, le 22 décembre, on a décidé avec le chirurgien de retirer le drain que j'avais ici, celui qui était là depuis 2 mois. Ça m'a vraiment fait très très mal parce qu'en fait comme il était là depuis plus de 2 mois déjà, les fils s'étaient complètement accrochés et tout ça, donc j'ai refait un abcès par dessus. Et donc voilà, on a décidé avec le chirurgien d'enlever la sonde, le drain. Et puis en plus, je devais faire un scanner le 6 janvier. Et au 6 janvier, ensuite, à ce qu'aurait dit le scanner, à ce que disait le scanner, je devais prévoir une opération pour enlever la sonde. Donc j'ai fait le scanner le 6, j'ai eu le retour de 3 jours après. Et on m'a dit c'est ok, on enlève la sonde. Alors les médecins ont été très très étonnés. Vraiment, mais en même temps, je pensais pas être aussi forte, pour être honnête avec vous, parce que pour moi, j'avais complètement lâché prise, j'avais complètement baissé les bras. Je voulais plus d'acharnement, je voulais plus d'opération. J'ai signé des papiers, des décharges pour qu'on me réanime plus. Je voulais pas du tout de ça, je voulais plus qu'on s'acharne sur moi. Donc je voulais concrètement qu'on me laisse mourir tranquille. Je suis franche avec vous, hein, je vais être honnête avec vous. J'ai vécu un très très grand malheur. Ce qui s'est passé, ça a été vraiment un très très grand malheur. Physiquement, quand on me regarde comme ça, sur moi, ça ne se voit plus. Moi par contre, quand je me regarde dans le miroir, je vois toutes les traces quand j'enlève mes vêtements. Je vous avais pas dit, j'avais été également branchée dans le cou, donc j'avais une sonde... je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, et donc j'ai encore une cicatrice dans le cou, voilà, et c'est toutes ces petites choses là que je me dis je les garderai à vie, et
Et voilà, ça me rappellera toute ma vie ce qui s'est passé parce que ça ne s'en ira jamais. Ne serait-ce que les ouvertures que j'ai sur mon estomac. Après, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur parce qu'on est beaucoup passé par la gorge. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de choses sous fibro. Mais j'ai quand même des grosses balafres sur le ventre. Je devrais en faire ma fierté, mais j'en suis pas du tout fière. Étant donné que c'est pas quelque chose que j'ai demandé, c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Voilà, encore j'aurais eu les 5 points, les 4 ou 5 points pour le bypass entre guillemets. Et là non, du coup on a été obligé de me rouvrir à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Voilà. Et comme j'ai eu beaucoup d'abcès par rapport au rejet de... Enfin j'ai eu l'abcès par rapport au fil, etc., au rejet du drain. Et j'ai également rejeté tout ce qui était... pansement, donc du coup la grande brûlure que je l'avais là, je l'avais aussi sur tout le ventre parce que j'avais des pansements également sur le ventre. Voilà, donc tout ça je m'en souviendrai toute ma vie en fait. Et c'est quelque chose, voilà, comme je vous ai dit, qui se voit plus aujourd'hui physiquement sur moi. Alors on me pose la question, on me dit bon allez c'est bon, j'ai eu la réflexion, c'est bon, pourquoi t'es en mi-temps thérapeutique, il y a des gens qui sont beaucoup plus malades que toi. Je tiens à rappeler que je vais mettre des mots durs sur ce qui s'est passé, mais j'ai failli mourir. C'est pas une petite intervention que j'ai eue, j'ai failli mourir, j'ai fait un coma. C'est-à-dire qu'il me restait quelques, peut-être minutes, je sais pas, il me restait plus grand chose. Un matin, ma mère m'a trouvée inerte dans mon lit. Voilà, j'ai eu tous les symptômes en fait. Vous pouvez regarder sur internet, j'ai vu qu'il y avait des vidéos à ce sujet qui traînaient. Vous pouvez regarder en fait ce qui s'est passé. Alors ça s'appelle... j'ai fait une septicémie en fait. Donc une septicémie c'est tout simplement une infection dans le sang. Donc en fait ça se passe en plusieurs étapes. La première étape c'est une très très grande fatigue. Une très très grande fatigue, ça peut se passer sur plusieurs jours. Donc moi j'ai eu la septicémie sur à peu près une dizaine de jours je pense. J'ai une très très grande fatigue et j'avais j'avais des plaques rouges sur le corps et une très très grande déshydratation. J'avais extrêmement soif, beaucoup de fièvre, je montais jusqu'à 40, beaucoup de tension et impossible de tenir debout. En fait on s'évanouit. Voilà, donc impossible de tenir debout, voilà, et ça commençait à me gratter et que des vomissements, mais alors que je ne pouvais pas du tout m'alimenter parce qu'avant, je vous rappelle, avant qu'ils mettent la sonde, j'avais une prothèse, tout ça, j'avais une prothèse, donc effectivement je ne pouvais pas non plus m'alimenter à cause de la prothèse. D'ailleurs c'est la prothèse qui m'a créé la septicémie en fait, qui a fait une infection. Et donc du coup... il y a eu ça et beaucoup de diarrhée, je suis transparente avec vous. Diarrhée complètement jaune en fait, que de l'eau, mais ça... Voilà, ce qui fait qu'on se déshydrate beaucoup, mais je pouvais pas non plus boire. Donc le soir, ce que je faisais, parce que ma mère m'entendait gémir dans mon sommeil, donc du coup ce qu'elle faisait c'est que à 2h ou 3h du matin, elle me faisait couler un bain. Il y avait que dans le bain où j'avais l'impression d'être vivante quoi. Elle me faisait couler un bain bien chaud et elle me mettait dedans et en fait il n'y a que là où j'arrivais à m'asseoir, à me détendre, où ça faisait un peu tomber la fièvre, voilà. Donc c'est ça en fait, et au bout d'un moment si on gère pas à temps la septicémie, on peut faire un coma, voilà, et après le coma c'est la mort, voilà. Donc du coup moi je suis arrivée jusqu'aux phases du semi-coma parce qu'attention j'étais pas dans le coma inerte, en fait j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. J'étais vraiment consciente de tout ce qui se passait autour de moi. Seulement, je ne pouvais plus parler, plus marcher, plus rien faire. Je bougeais plus en fait. Mais j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Donc, quand c'est arrivé, j'entendais ma mère pleurer, qui me disait « Marie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et pourtant, ma mère est infirmière. Mais quand ça arrive à sa fille, je pense que c'est autre chose. Quand ça arrive à quelqu'un de proche de vous, c'est pas qu'elle a pas su quoi faire parce qu'en fait je l'entendais téléphoner et en fait elle a appelé tout de suite mon oncle qui est médecin et mon oncle est arrivé tout de suite, enfin je sais pas, je vous dis tout de suite mais j'ai plus du tout la notion du temps. Je me souviens que mon oncle était là, je me souviens que j'avais soif et je me souviens qu'on m'a pris ma tension et que du coup l'appareil à tension ne détectait pas ma tension.
Je me souviens de plein de trucs comme ça. Je me souviens de mon arrivée à l'hôpital quand on m'a mis en chambre de déchocage. C'est des... C'est des choses effectivement que j'oublierai jamais. On va couper. C'est des images qui me hantent et en fait quand la nuit des fois je dors, je me réveille parce que je fais des cauchemars, je repense à ça quoi, je me repense à ces périodes-là et j'ai même eu le malheur de dire à ma mère mais j'étais bien en fait, j'étais pas... je souffrais plus, j'avais plus mal, je voulais juste qu'on me laisse tranquille quoi. Je voulais pas qu'on me ramène quoi. Mais bon, c'était fait, c'est fait hein. Prends un mouchoir. Donc oui, effectivement, bon bah, je leur ai dit, mais enfin, je leur en veux pas de m'avoir amenée à l'hôpital et d'avoir fait en sorte que je sois là aujourd'hui, quoi. Mais ce qui s'en est suivi, pour moi, ça a été pire qu'un cauchemar. Je suis désolée, j'ai été... Enfin, je pouvais même pas me mettre debout, je suis restée alitée pendant 3 mois. J'ai pas pu marcher. La première fois que j'ai posé le pied par terre, il y avait 2 personnes autour de moi pour m'aider à marcher. Je ne pouvais même pas aller jusqu'à la porte de la salle de bain dans ma chambre. J'étais en chambre d'isolement, donc j'étais toute seule dans une chambre stérile. Où voilà, et donc du coup j'avais quand même une salle de bain dans ma chambre, mais j'arrivais pas, enfin j'étais branchée de partout, mais c'est vraiment pas une vie quoi. Ce qu'il m'a fait, c'est ignoble, c'est inhumain ce qu'il m'a fait. Enfin bref, donc oui, aujourd'hui ça se voit plus. Donc oui, on me sort que je peux aller au travail, mais non, vous savez pas ce qui se passe. Il a détruit tout mon intérieur, enfin mes entrailles. Et ça se reconstruit pas. Ça se reconstruit pas au jour d'aujourd'hui. J'ai encore de très très grosses douleurs, notamment au niveau cardiaque, parce qu'il faut savoir que le drain qu'ils m'ont mis là passait juste à côté du cœur. Donc quand je bâille, quand je tousse, quand je soupire ou quand je respire trop fort, j'ai une douleur qui me bloque comme un point de côté. Voilà, c'est plus la douleur de l'estomac, parce que j'ai envie de dire, la douleur de l'estomac, je l'ai jamais eue. Moi, c'est tout autour qui a commencé, hein. C'était plus au niveau de la trachée et voilà, je sentais plus rien. De toute façon, à partir du moment où la douleur a pris le dessus et on commence à partir, on sent plus rien. Voilà. Là où j'ai senti, là où j'ai souffert, parce que on est quand même en 2016 et on fait en sorte que les personnes ne souffrent pas, mais je vous assure, moi j'ai tellement souffert, j'ai eu tellement mal, j'ai jamais autant souffert de toute ma vie. Enfin, j'ai été sondée, sondée oui, là, et là aussi d'ailleurs. J'ai eu tellement d'anesthésie générale en quelques semaines que, voilà, j'en pouvais tellement plus, j'étais... tellement au bout de ma vie, j'en pouvais plus, mais bon, j'avais pas le droit de dire non et de pas vouloir... La seule revendication que j'ai dit, c'est au bout de la 7e anesthésie, je crois, je leur ai dit stop, arrêtez les perfusions, j'en peux plus. Donc du coup, ils m'ont enlevé la perf et je voulais plus qu'ils m'en remettent. J'ai dit c'est hors de question, je veux plus de perf. J'avais les bleus, j'avais des bras qui étaient bleus, j'avais mes bras qui avaient doublé parce qu'ils étaient tellement remplis d'hématomes. Encore aujourd'hui, quand je regarde mes mains, j'ai encore mes points de perf quoi. Il n'y avait plus de place. En une semaine, on m'avait perfusé 27 fois quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, je me souviens encore des chiffres. Les gens venaient se relayer la nuit dans la chambre pour voir si ma perf était toujours en place. Ils appelaient des médecins anesthésistes pour me reperfuser parce que plus personne n'arrivait à me perfuser. On me piquait des dizaines de fois, j'en pouvais plus. Et donc du coup, on m'avait posé un cathé central pour pouvoir me perfuser. Enfin, c'était vraiment, donc du coup, tout passait dans mon cou quoi. C'est juste une catastrophe. Voilà, là je viens de me faire mal, vous voyez, mais c'est des petits trucs, voilà, c'est rien. On vit avec. Donc effectivement, non, aujourd'hui je peux pas reprendre le travail parce que j'ai un gros problème vis-à-vis de psychologique. Déjà, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Je suis extrêmement fatiguée. C'est-à-dire que moi qui suis une grosse insomniaque, je dors tout le temps. C'est-à-dire que je suis capable de m'endormir là devant vous. Hein. Si je m'écoute, là je dors. Je dors la nuit, il n'y a pas de problème. Sauf quand je fais des cauchemars.
Et puis, et en journée, je dors, je n'arrête pas de dormir, c'est un truc de dingue, je suis extrêmement fatiguée. J'ai mes prises de sang qui sont pas du tout bonnes, mais bon, ça fallait s'en douter, de toute façon, c'est tout ce qui est vitamines, fer, etc. Mais je m'en remets petit à petit. Par contre, je suis en train de perdre mes ongles, j'ai mes ongles qui sont complètement décollés. J'ai perdu mes cils, mais ça, c'est revenu. Ça aussi, je vous avais pas parlé, du coup, j'avais perdu tous mes cils, j'avais plus de cils presque. J'avais perdu tous mes cils. J'ai perdu mes cheveux à pas mal d'endroits, notamment quand je fais ça, j'ai plus de cheveux sur les côtés, enfin bref. Ça aussi, fallait s'en douter. Au niveau des dents, ça a été une catastrophe lorsque j'ai commencé à me réalimenter, c'est-à-dire que tout ce que j'avais, plombage, etc., tout ça, ça a complètement sauté, parce que mes dents sont devenues un peu comme de la craie, enfin beaucoup plus dures quand même, mais je veux dire, à partir du moment où pendant plus de 2 mois, vous ne nourrissez pas, vous ne mettez pas du tout d'eau dans votre bouche, parce que moi, je n'avais rien qui rentrait dans ma bouche, à part la brosse à dents pour me laver les dents, c'est tout. Le jour où vous reprenez une alimentation, c'est assez bizarre quoi. Donc voilà. Et donc là j'ai rendez-vous avec le cardiologue, mais que fin mai, donc je suis pas prête de le voir. Et puis voilà, les résultats sont pas bons du tout. À partir du moment où je mange, je fais systématiquement ce qu'on appelle un dumping. Donc je tombe dans les pommes moi carrément. Mis à part les bouffées de chaleur en fait. Les dumpings c'est ce qui arrive trop vite dans votre corps, dans votre sang en fait. Vous mangez trop gras, ça arrive tout de suite dans votre sang. Vous mangez trop sucré, ça arrive tout de suite dans le sang et votre corps ne réagit pas en fait. C'est trop d'un coup. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas une question de gras et de sucré. Parce que vous pouvez faire un dumping avec une courgette. Hein. Perso, moi ça m'est déjà arrivé de faire un dumping avec des légumes. Donc voilà, c'est peu importe. Wendy de la chaîne Wendy Cocovani a fait une vidéo qui était très très bien d'ailleurs à ce sujet-là. Je vous remettrai la vidéo par là et en barre d'infos où elle explique vraiment ce qu'est un dumping, etc. Voilà, donc je la rejoins totalement dans ce qu'elle dit. Vous pouvez manger le lundi, vous pouvez manger une banane, le mardi la banane elle passe pas. Enfin vous savez, c'est votre corps, il faut pas vous dire voilà bon bah aujourd'hui le riz s'est passé donc c'est de l'acquis. Non, parce que le soir même ou le surlendemain ou une semaine après le riz ne peut plus du tout passer. Moi donc j'ai dû bannir totalement de mon alimentation tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, viande, pain de mie, pain. Tout ça j'ai beaucoup de mal à le manger. Ma soeur pourra vous le dire effectivement. Si elle passe par là en commentaire, n'hésite pas à le dire. Dès que je mange je vomis. De toute façon ça passe pas. La seule chose pour moi qui arrive à me caler et qui arrive à me faire du bien et à me rassasier, ce sont les légumes. C'est bizarre parce que ma première sleeve c'était exactement le cas. J'ai jamais eu de problème pour manger des légumes, bizarrement. Après là où ça me pose plus de problèmes, c'est que je suis bourrée de médicaments. Donc c'est soit je mange, soit je prends les médicaments. Je peux pas faire tout en même temps. Donc du coup c'est fractionné. D'où le fait que je ne puisse pas non plus reprendre une activité professionnelle. J'ai des horaires bien stricts. Je suis obligée de faire 8h30 midi pour pouvoir partir à midi du travail et pas... parce qu'à midi il faut que je mange. Hein. Si j'attends trop c'est fini, je peux tomber dans les pommes, je fais une crise d'hypo. Et il ne faut pas que je reprenne non plus le travail après manger parce que c'est là où justement je fais des dumpings, où je tombe dans les pommes, généralement après manger. Donc du coup, mes horaires sont bien fixes, 8h30 midi. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas faire de malaise après manger et de ne pas avoir ma journée coupée avec un repas, sinon ça va être la merde. Et j'ai bien des horaires fixes pour la nourriture. Alors au petit-déj, vous allez me dire, oui mais après tu prends ton petit-déj et tu vas travailler. Le petit-déj, c'est un peu spécial, je me nourris beaucoup de jus, jus d'orange, jus de tout ça, etc. Et j'arrive à avaler de temps en temps un petit truc, une petite collation, du genre un gâteau, ou une biscotte ou un truc comme ça, mais ça je le mange sur mon lieu de travail en fait. Je le mange directement à ma pause vers 10h, etc. Voilà. Mais si je veux, je peux ne pas manger, de toute façon j'ai quand même la sensation de faim. Mais tout est détruit, tout est vraiment détruit quoi. Et d'ailleurs la dernière fois j'étais avec mes copines, on a sorti mes radios pour que je puisse leur montrer comment est mon estomac. Et en fait il y a des trous, il n'est pas accordé partout, il y a vraiment des trous partout. Et
Et c'est ça que je voulais dire, qu'au début j'ai complètement oublié de finir ma phrase. Les chirurgiens étaient vraiment très étonnés et en fait je suis sous surveillance pendant 1 an, même plus, enfin, de toute façon je serai sous surveillance jusqu'à la fin de ma vie, mais je veux dire là par rapport à ce qui s'est passé, il faut savoir qu'une sonde nasogastrique suite à une fistule et un synapsé, vous la gardez pendant 1 an. Donc ils étaient vraiment très très étonnés de me l'enlever. Bon, mon estomac n'est pas reconsolidé, mais avec les prothèses qu'ils m'ont mises et tout ça, c'est bon, je peux manger. Mais en fait, moi, je l'ai gardé que 2 mois. Vous imaginez? Donc, enfin, j'ai pas... Non, je vous dis 2 mois, je vous dis des bêtises, je l'ai gardé plus, 3 mois peut-être. Bon, c'est pas grand-chose par rapport à 12 mois. Tout le monde était étonné et les chirurgiens n'étaient pas du tout optimistes. Ils en ont parlé à ma cousine, ils en ont parlé à ma mère, en disant, bon, de toute façon, elle est dans notre service pendant un bon bout de temps. Moi, après, j'ai pas voulu... Enfin... J'ai laissé le temps faire hein, quand même, je les ai pas saoulés en disant je rentre chez moi ce soir, je rentre chez moi demain, je rentre chez moi tout à l'heure. Non, je les ai pas saoulés avec ça, je les ai laissés faire parce que de toute façon je savais que ça allait prendre du temps et je me sentais pas d'attaque non plus pour rentrer chez moi. De toute façon à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital, je suis partie chez ma mère en convalescence. La pauvre, ça a plutôt été un calvaire pour elle. Parce que même si elle est infirmière, il faut savoir que c'est quand même une charge qui est lourde. C'est une hospitalisation à domicile qui s'est passée, c'est-à-dire que tous les 2 semaines à peu près, on venait m'apporter des poches de nourriture que je me branchais. En fait, comme je vous avais expliqué, j'avais un pied de perf avec moi à la maison. Et tous les soirs, je branchais ma sonde à mon pied de perf et je mettais des poches de nourriture et des poches d'eau. C'est là où je passais toute mon hydratation et ma nourriture. Donc c'était des trucs hyper protéinés. C'était 1400 calories je crois. Ouais c'est ça, 1400 calories qui me passaient tous les soirs. Donc en fait je programmais la machine et ça diffusait ça toutes les 5 minutes je crois. Et sur 12 heures en fait. Sur 12 heures il me balançait, c'était 70 mg je crois, un truc comme ça. Ou toi je sais plus, enfin bref. Je l'ai tellement programmé ce truc là que voilà. Ils étaient étonnés mais de toute façon comme je leur ai dit, la sonde on pouvait plus la garder. Parce qu'elle était, elle était complètement bouchée. Alors je vous raconte pas, la première fois que ma sonde s'est bouchée, j'ai eu la peur de ma vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est quand même un tout petit tuyau, enfin assez gros quand même pour vous gêner. Hein. D'ailleurs, mon nez est encore déformé suite à ça. Ça se remet petit à petit, mais en tout cas, tout l'intérieur de mon nez, il y a encore des croûtes, hein, faut dire ce qui est. Donc je mets encore de la fusidine à l'intérieur parce que tout l'intérieur de mon nez est complètement irrité. Donc je sais pas si vous avez imaginé l'état de ma gorge après. Enfin bref, ça va beaucoup mieux la gorge. Et en fait, la première fois que j'ai essayé de prendre mes médicaments à midi, parce qu'en fait, quand j'étais pas branchée, les médicaments, il fallait que je mette dans une seringue et que je les passe dans mon truc comme ça. Enfin bref. Et la première fois, impossible d'appuyer sur la seringue. La sonde était complètement bouchée. Donc là, j'ai hurlé, j'ai pleuré parce que sonde bouchée est égale hospitalisation... Bloc opératoire, on remet une sonde, déjà on enlève la sonde, on remet une sonde et en fait on a réussi à la déboucher. Mon frère était là à table ce jour-là et en fait avec la force qu'il a, et c'est arrivé à plusieurs reprises et à chaque fois c'est un homme qui a réussi à la débloquer. Avec la force qu'il a, il a appuyé comme ça et ça fait plouc que j'ai entendu dans l'intérieur de ma sonde que j'avais à l'intérieur de mon estomac. Au niveau de mes intestins, ça a fait un plouc. et à chaque fois ça faisait ça, c'était vraiment bizarre. Et en fait, à force de mettre des trucs dedans, même pourtant on l'a rincé tous les jours. Et on passait de l'eau dedans pour à peu près toutes les heures pour pas qu'elle se bloque. Mais au bout d'un moment elle se bloque. Donc de toute façon il fallait qu'il me l'enlève. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc effectivement le 22 janvier, non c'était le 12 janvier, je suis rentrée à la clinique de l'Alma. Donc ils m'ont endormie et quand je me suis réveillée, donc ils m'ont enlevé le drain que j'avais à l'intérieur parce que j'avais aussi un drain à l'intérieur. J'en avais de tous les côtés hein, des drains. J'avais un drain à l'intérieur, donc quand je me suis réveillée, ils m'ont enlevé le drain mais ils m'avaient pas enlevé ma sonde. Je me suis réveillée avec la sonde. Et là, j'étais mitigée entre pleurer, enfin voilà. Et le chirurgien, dans l'après-midi, il est revenu dans ma chambre. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me l'avez pas enlevée? En plus, elle est bloquée, quoi. Enfin, je vais la garder encore combien de temps? Il m'a dit, oui, mais on verra peut-être une semaine ou un mois. À ce moment-là, vous ferez venir une infirmière et vous l'enlèverez. Et je lui ai dit, je vais aller bloquer, elle est bouchée la sonde, parce que la veille, elle s'était bouchée. Donc, de toute façon, je savais très bien que je pouvais plus rien passer dedans. Et il m'a dit, bon, on prend le risque, on l'enlève. Donc, ils me l'ont enlevé. Je vous raconte pas le délire. Oh, quand ils l'ont enlevé, j'étais éveillée. Hein.
Ils ont tiré dessus. Déjà, il faut savoir que la sonde, à l'extérieur, elle a l'air petite. Enfin, petite, elle est quand même pas mal. Sauf qu'à l'intérieur, elle est plus grosse que votre doigt. Quand ils l'ont passé, j'avais du sang partout. Je l'ai senti passer, ça m'a bien fait mal. Hein. Enfin bref, j'étais quand même heureuse de ne plus l'avoir. Voilà, j'ai surmonté cette douleur. Hein. C'est une parmi tant d'autres, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, et on a refait un scanner juste dans la foulée. Et voilà, c'était bien, enfin il a dit bon il n'y a pas de problème, vous allez juste manger liquide pendant un petit bout de temps et puis bah du coup c'est bon. Donc j'étais quand même sur surveillance parce qu'au cas où il aurait fallu remettre la sonde. Donc j'ai pu rentrer et là j'ai commencé à me réalimenter en liquide et tout. J'étais toujours chez ma mère. Et j'ai commencé à reconduire, à remarcher, à monter les escaliers. Et quand j'ai vu mon neveu, et il a bien voulu me faire un bisou parce qu'il voulait plus du tout me faire de bisous esquimaux, parce que nous on fait des fois des bisous esquimaux avec le nez. Il disait non, je veux pas parce que j'avais la sonde, donc il voulait pas. Et là il m'a fait un bisou esquimau. C'est ma soeur en plus qui m'envoie un message. Il m'a fait un bisou esquimau, j'ai pleuré, enfin voilà, il m'a dit elle est belle tata, il est où ton pansement, voilà, donc mon neveu a 3 ans et quand il m'a dit, enfin tous mes neveux me regardaient chelou, même les petits quand ils me voyaient ils pleuraient dans la rue, donc voilà, c'est pas évident quand psychologiquement, physiquement, quand notre domaine à nous c'est la beauté. Je suis quand même chroniqueuse beauté sur YouTube. À côté de ça, j'ai toujours fait du mannequinat grande taille. Enfin, j'ai posé pour des modèles, pour des boutiques, etc. J'avais fait mon blog et la beauté c'était mon domaine quoi. Moi je suis imbattable, vous allez me parler de maquillage, il n'y a pas de problème, je vais vous tenir une conversation pendant 3 heures, il n'y a aucun problème, sans blanc, sans rien. Et là je me retrouvais un déchet, j'étais moche, j'étais brûlée, ça a été bizarre de me voir comme ça, sans cils, enfin les cheveux qui tombent, ça a été vraiment un gros choc pour moi. Donc à partir du moment où le lendemain de mon hospitalisation, quand ils m'ont enlevé la sonde, j'ai décidé qu'à partir de ce jour-là, je me maquillerais tout le temps et je serais tout le temps belle. Et quand mon médecin m'a vue, mon médecin généraliste m'a revue sans la sonde, elle m'a dit bah ça y est, je t'ai retrouvée. Je dis voilà, je dis maintenant je refuse que les gens me voient comme ils me voyaient, qu'ils avaient pitié de moi. Je voulais pas de pitié, mais beaucoup de gens avaient pitié malheureusement. Et donc du coup, je veux plus jamais qu'une personne me regarde comme ça, plus jamais. Quand vous allez faire vos courses et qu'on vous dit bah alors ma petite dame, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas passé loin hein. Je vous connais même pas, vous osez m'arrêter dans la rue pour me dire ça quoi, c'est dingue, c'est vraiment dingue quoi. Et donc du coup je refuse d'être moche, je refuse que... Alors oui, du coup les gens ne le voient pas parce que je suis maquillée tous les jours, parce que quoi qu'il arrive je me lève, je vais travailler, donc les gens n'ont pas l'impression que je suis malade. Alors j'insiste, je suis pas du tout malade, j'ai juste une grosse pathologie on va dire, j'ai juste eu un très gros problème qui fait que aujourd'hui la vie elle est différente pour moi, ma façon d'être, ma façon de faire, c'est différent. Que ce soit dans mes relations intimes, etc. Je fais attention parce que voilà, faut aussi faire en sorte de ne pas se faire mal. Voilà, je perds beaucoup connaissance comme je vous ai dit, j'ai voulu me remettre au sport. J'ai fait juste des échauffements devant ma télé, pour vous dire, j'ai mis le direct gym sur la direct 8 là, sur la D8, j'ai mis direct gym, voilà. J'ai fait 5 minutes et je me suis effondrée, je suis tombée par terre. J'arrivais plus à me relever. Je suis interdite de sport en fait. Après j'ai été voir mon médecin, elle m'a dit t'es bête, pendant 1 an au moins il faut que tu sois suivie. Donc pendant 1 an au moins tu ne feras pas de sport quoi. Donc je suis assez déçue parce que du coup à rappeler qu'au lieu de me faire un bypass il m'a fait une sleeve sans mon consentement. Et que du coup ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait il a pas fait de sleeve. Je sais pas trop ce qu'il a fait, il a juste bousillé mon estomac et mon œsophage. Et donc du coup tout ce qu'il a fait, tous les malheurs que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui n'ont servi à rien. Au jour d'aujourd'hui je vais devoir repasser sur le billard pour avoir un vrai bypass. Et
Et donc du coup, bah voilà, maintenant que j'ai plus la sonde, bah, je recommence à prendre tout le poids que j'ai perdu pendant que j'avais ma sonde. Parce que la sonde, voilà, c'est du liquide qui nous envoie, donc forcément tous les jours on perd 1 kilo quasiment. Et là, j'ai déjà pris 3 kilos. J'ai déjà repris 3 kilos depuis le mois de février, enfin depuis le mois de janvier plutôt. Donc c'est énorme pour moi. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère contre ce putain de chirurgien qui mérite pas sa place auprès de l'ordre des médecins, je trouve. Il m'a détruit ma vie, il m'a fait ça. J'avais eu une sleeve le 1er avril 2010. Il était hors de question qu'on refasse une sleeve, il le savait mais il en a fait qu'à sa tête. Au jour d'aujourd'hui, le gars, il continue à exercer. J'ai demandé de l'aide sur les réseaux sociaux, etc. Savoir comment faire pour pouvoir déposer une plainte, comment ça allait se passer, etc. Donc j'ai eu plein de réponses de votre part d'ailleurs, merci beaucoup. Donc j'attendais de me remettre vraiment de tout ce qui s'était passé. J'attendais de redevenir quelqu'un de solide pour pouvoir commencer des procédures en justice en fait. Donc là je vais faire le nécessaire. Je vais faire le nécessaire, mais j'ai besoin aujourd'hui, bizarrement j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui dire tout le mal, tout ce qu'il a fait, parce que ça a engendré énormément de choses. Ça, donc le fait que j'ai perdu 6 mois de ma vie dans les hôpitaux, que j'ai pas pu fêter Noël, que j'ai pas pu fêter des fêtes de famille, comme les 1 an de ma nièce, qui est aussi ma filleule, j'étais pas là, donc heureusement que ma mère m'a appelée en FaceTime ce jour-là. Voilà, pour que je puisse enfin voir toute ma famille et voir ma nièce ouvrir ses cadeaux. Elle avait 1 an, la petite mère, donc elle aura plus jamais 1 an de sa vie, donc je pourrais plus faire ça avec elle quoi. Je suis vraiment désolée, mais ça a été une période très difficile pour moi. Pardon. Donc oui, effectivement, je disais, c'est une période qui a été très difficile pour moi et on m'en rendra jamais 6 mois quoi. Ça a engendré plein de choses. Donc désolée pour les personnes qui comprennent pas pourquoi au jour d'aujourd'hui je rigole, je souris, je chante, voilà, mais et que je ne donne pas l'air d'être malade, mais je suis désolée, j'ai été longtemps malade, donc je refuse d'avoir l'air d'un cadavre, je refuse qu'on s'apitoie sur mon sort. Voilà, ça se voit pas physiquement. Moi je le sais à l'intérieur de moi et je l'oublierai pas quoi. Après dans ma vie personnelle ça a été aussi un grand chamboulement. J'ai perdu ma place à mon travail. Donc voilà, il y a aussi ça qui m'a vachement... Je l'ai un peu de travers. Enfin je m'en doutais de toute façon, mais au jour d'aujourd'hui au travail on m'a un peu mise de côté. J'étais coach dans mon... En fait je suis arrivée en 2014. Je suis arrivée en août 2014 à mon boulot. J'ai voulu tout de suite grimper les échelons. Et donc je suis passée... en octobre 2014, je suis passée coach et voilà, donc je connaissais le boulot par cœur, donc je gérais une équipe de près de 90 personnes et quand je suis revenue on m'a mise dans un coin et mon poste a complètement sauté en fait. On m'a fait comprendre, on m'a dit clairement que j'avais plus ma place là-bas quoi. On m'a dit oui bah si tu veux aller autre part dans un autre service, dis-le nous, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Moi ça m'arrange pas. Excusez-moi, ça m'a pas non plus arrangé d'être dans le coma et de devoir faire tout ça, d'autant plus que j'ai été dans l'obligation de reprendre le travail parce qu'il faut savoir qu'au bout de 6 mois, ma société me payait plus. Donc du coup, j'avais plus de salaire, donc comment je faisais pour vivre? Voilà, il y a ça aussi. Mais encore, quand j'étais à l'hôpital, je m'étonnais de ne pas avoir... de paye, de salaire, oui, parce qu'il faut savoir qu'au bout de 60 jours, je crois, ou 80, je sais plus, 60 jours d'arrêt maladie, ils font appel à une prévoyance et qu'il y a 3 mois de délai pour avoir les fonds débloqués par la prévoyance. Donc en attendant, moi je touchais rien, donc j'ai dû faire des crédits pendant que j'étais à l'hôpital pour payer mon loyer. Même encore au jour d'aujourd'hui, je vais être complètement honnête avec vous, c'est la merde. Je survis tous les mois parce que je me suis mise dans un gouffre financier pas possible en fait à cause de toutes leurs conneries. Enfin, voilà quoi, c'est... Enfin,
à cause d'une décision, une seule décision de quelqu'un qui était la mauvaise, bah voilà, ça a engendré des millions de choses chez moi. Après, il y a du positif, on va parler du positif, tiens. Il y a du positif dans le sens où oui, effectivement, maintenant, entre guillemets, je sais ce que je veux, j'ai toujours su ce que je voulais, mais là, je me suis posé des questions, j'ai eu le temps de m'en poser des questions à l'hôpital, hein, pendant toutes ces semaines et ces semaines, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce qui te... Voilà. Alors, il y a une chose est sûre, le travail que je fais ne me correspond pas du tout finalement, ça m'épanouit pas. Et même dans ma vie privée, etc., ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus de vivre comme ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne regarde que moi. Il y a la personne concernée. Donc voilà, je lui ai mis je lui ai posé un ultimatum entre guillemets et voilà, s'il va pas dans mon sens, et bah tant pis. Et ça s'est passé comme ça. Je lui dis pas tant pis. Moi je me débarrasse de tous ces déchets qu'il y a autour de moi. Voilà. Et du coup, bah bizarrement ça va beaucoup mieux depuis. Je dis pas que t'as un déchet si tu regardes cette vidéo, mais t'étais pas une chose non plus positive pour moi. Voilà. J'ai pu voir qui était là pour m'accompagner, qui était là, voilà. Ça aussi, ça m'a permis de faire un tri autour de moi. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai pas l'air malade. Je fais en sorte d'être tout le temps souriante. Je fais en sorte de profiter de chaque instant. Je veux absolument avoir un but dans ma vie. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo des choses à faire avant de mourir. Voilà, je me suis fixé des buts et j'espère pouvoir les atteindre, ces buts-là. Et voilà, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus si c'est répéter. Je pense que c'est une vidéo en plus blabla, donc ça va pas forcément vous botter plus que ça, vous entraîner avec moi. Voilà, mais j'avais besoin de vous en parler. Je pense que j'oublie des choses, hein, je pense que voilà. Mais l'essentiel est dit, c'est déjà pas mal. Voilà, juste arrêtez de m'envoyer des messages pour me demander qui est mon chirurgien. Voilà, parce qu'en plus de ça, il y a des pauvres meufs, mais vraiment des pauvres meufs, hein, qui me demandent qui est mon chirurgien et qui me demandent comment ça s'est passé, etc. et qui après vont prendre rendez-vous avec lui. Comment te dire, t'es conne ou t'es conne quoi? Je sais pas. Oui mais bon, oh, c'est un cas sur machin. Non, il faut savoir que cette personne-là a fait ça à moi. Enfin, ce qui s'est passé à moi, ça arrive dans sa clinique à cause de lui une fois par semaine. Voilà. Donc du coup, il mérite pas. Il mérite pas de faire ça, lui. Il mérite pas, lui. Tout ce qu'il cherche, c'est à prendre votre argent et à partir en vacances, quoi. Donc voilà, clairement... c'est un tueur, c'est tout. Donc arrêtez de me poser des questions s'il vous plaît. Même arrêtez de me demander, bah t'as été voir qui pour faire ça? Et comment ça se passe? Je suis désolée, enfin... regardez mes vidéos, vous comprendrez enfin, je sais pas, c'est bête, mais... je sais pas, regardez mes vidéos, vous verrez bien que à aucun moment je peux vous recommander de faire ça. Alors pourquoi vous venez encore me poser des questions en me demandant oui mais comment ça se passe et tout ça et la sécu machin. Mais renseigne-toi, il y a d'autres personnes qui vont t'en parler, il n'y a aucun problème, il y a des personnes elles sont OP, ça s'est très bien passé pour elles et tant mieux. Moi ça s'est mal passé, tu viens me demander. Réfléchis un peu avant de me demander. Et je suis sûre qu'encore aujourd'hui sous cette vidéo il y en a qui vont me le demander. T'as été prise en charge comment, machin. Je suis zen, mais au fond de moi, j'ai envie de vous dire, va te faire foutre. Voilà, là c'est mon côté haineux qui revient, il est jamais parti, lui. Donc voilà, je vais arrêter de blablater là-dessus. Je pense pas répondre aux commentaires que j'aurai sous cette vidéo, parce que je pense encore une fois qu'il y en aura beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie de ressasser ça encore une fois, donc je vais pas spécialement répondre aux commentaires. Voilà, mais j'espère que j'aurai répondu à vos questions, vous qui me posez beaucoup de questions, à savoir comment ça se passe, le poids, etc. etc. Donc oui, aujourd'hui, c'est comme si je n'avais eu aucune opération. Et donc, même si je ne peux pas manger tout ce que je voudrais parce que ça passe pas,
j'arrive quand même à reprendre du poids. Alors mon médecin m'a dit que c'était tout à fait normal étant donné que déjà je peux pas faire de sport. Et en plus de ça, parce que du coup, le fait d'avoir enlevé ma sonde et de réintroduire des aliments, forcément mon corps allait profiter de ce que je réintroduis étant donné que j'en avais plus du tout d'aliments, même de l'eau, j'avais plus du tout d'eau. Donc là, effectivement, mon corps il s'est dit chouette, c'est surprise partie, on a tout ce qu'il faut, buffet à volonté et tout ça. Enfin bref, pas forcément à volonté parce que ça marche toujours pas. Le concept de la sleeve est là, hein. Si vous voulez, je ne peux pas manger comme je voudrais, ça bloque, mais je grossis, donc voilà. On va s'arrêter là. Donc voilà, encore désolée pour mes larmes, pour mon coup de gueule, pour tout ça, mais je voulais vous faire cette vidéo. Et j'en avais besoin et j'avais besoin d'extérioriser tout ça et voilà. On va s'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.